La Casa des Papel, c'est terminé. Et aujourd'hui, à chaud, je vais partager avec vous mes impressions. On va faire un bilan de cette partie finale, mais aussi de la série. On va revenir sur la première saison, on va la comparer à la deuxième, à savoir est-ce que cette suite était judicieuse, que retenir de la série, la morale, etc. Beaucoup de questions en suspens. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reiji, content de vous retrouver pour un nouveau programme. Je vais essayer d'aller vite aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc n'hésitez pas à écouter en faisant autre chose en même temps parce qu'aujourd'hui vous aurez juste ça comme illustration, l'écran de derrière, sinon je mettrai rien au montage. Je vais parler et vous allez voir beaucoup de questions à développer avec vous. En première partie, on va faire un bilan de ces quelques épisodes, cette partie finale, comme le dit Netflix, qui a découpé ça, cette saison 2, en plein de petites parties, en 50 parties presque, enfin j'exagère, mais voilà, c'est un petit peu l'aspect marketing qu'ils nous ont proposé. Et en deuxième partie, en tout cas de cette vidéo et pas de la série, je vais revenir sur l'ensemble de la série, bien sûr assez rapidement, sur les points majeurs, à essayer de développer les points à retenir. Que penser de cette série, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été moins bon, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques vis-à-vis de ce programme, même si ça a été un divertissement majeur, on va commencer là-dessus, mais je pense que ça contribuait à la popularité actuelle de Netflix. Déjà, la tenue rouge des braqueurs, Netflix, le logo rouge, ça a été tout ça lié pendant des années. Je pense que beaucoup de gens se sont abonnés pour continuer à suivre cette série. Ça a été un succès fulgurant. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce programme. Aujourd'hui, cette partie finale, je l'ai bien appréciée, même si je vais vous dire qu'il y a certaines choses à redire et j'ai pas eu non plus la mâchoire décrochée. En tout cas, voilà, c'est un programme qui a ses détracteurs et je suis persuadé qu'aujourd'hui il y a des gens qui vont encore critiquer et moi aussi je vais critiquer, il y a des choses qui sont pas bonnes, mais il y a aussi des choses intéressantes. Alors on commence avec la question qu'on se pose au début, est-ce qu'ils vont tous mourir? Eh oui, est-ce que c'est la fin? Parce que on a Nairobi, il y a quelque temps qui nous a quittés. Ah oui, full spoiler, la vidéo aujourd'hui, spoiler à foison, donc vous êtes prévenus, il va y avoir que ça, donc si vous n'avez pas vu la série, revenez plus tard. Maintenant, je peux continuer. Tokyo, partie précédente, qui nous a quittés aussi, on peut se dire, en commençant le premier épisode de cette partie finale, est-ce qu'ils vont tous y passer? Moi, j'avais cette impression-là. En commençant, je me disais, ils semblent aller dans cette direction, et là, ils m'ont surpris. Oui, ils m'ont pris à revers, parce qu'au final, ce n'est pas le cas. Parce que, déjà, au début de l'épisode 1, on voit cette pluie qui tombe. Et souvenez-vous, on a Martin et le gars de l'armée, là, à table. Ils se regardent tous les deux, ils négocient une sorte d'accord, et le toit est détruit et la pluie leur tombe dessus. Et ça ajoute une ambiance sombre, et on se dit, le scénariste, là, il nous explique, ça va être terrible, l'affrontement, va y avoir des morts, ils vont pas s'en sortir facilement, dans la continuité de ce qu'on a vu avant. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on commence cette partie finale. Le point positif, le meilleur moment pour moi, c'est lorsque le professeur quitte son trou pour aller au centre-ville de Madrid. Il est à la poursuite de Syrah et il se fait kidnapper au final. Donc MacGyver, il s'échappe avec les dents de la voiture, c'est normal. Et il s'infiltre dans cet immeuble, il vient l'aider. Donc, ce qui la pousse à le suivre au final, ils s'associent tous les deux. Et j'aime beaucoup cette séquence où la police boucle tout le quartier avec l'armée, ils fouillent chaque appartement et tout, exceptionnel. Et ça reste mes séquences préférées dans Casa des Papel, lorsqu'on voit le professeur qui est sur le terrain en danger. Pourquoi? Parce qu'il se débrouille tout seul, c'est lui le cerveau. Et il n'a pas quelqu'un qui lui dit « Professeur, fais ci, le plan miracle c'est ça, fais ça ». Non, il est tout seul, et dans le feu de l'action, dans le stress, il trouve des solutions. Donc c'est un mélange de MacGyver et de Michael Scofield de Prison Break. D'ailleurs, ces deux séries se ressemblent beaucoup. Donc on retrouve souvent cet aspect
Et ça reste mes moments préférés. Et je suis content qu'ils aient mis une scène de ce genre-là à la toute fin. C'est un petit peu comme dans la saison 1, souvenez-vous, dans La Décharge, lorsqu'il se déguise en clodo, ou dans l'hôpital, en clown, des séquences épiques avec l'OST qui allait bien avec. Donc, les flashbacks de Berlin aussi, je voulais vous en parler parce qu'ils sont très présents depuis cette saison 2. Moi j'appelle ça saison 2, et pas partie 50 sous-partie je ne sais quoi. Non, saison 2. Euh, dans, cette, dans ce deuxième braquage, on a eu ces flashbacks. On retourne dans le passé pour faire un tuto du plan actuel. À chaque fois, vous avez remarqué, c'est comme ça que ça fonctionne. On détaille un nouvel embranchement du plan, et pour cela, on montre un flashback avec Berlin qui vient expliquer ceci, cela, avec Sergio qui discute, avec leur fameux tableau, toujours dans la maison, donc ils font des schémas, ils regardent des photos, etc. Et ça nous permet à nous, spectateurs, de comprendre le plan en cours. Mais je me disais, c'est pas possible. Alors c'est cool de voir Berlin, c'est mon personnage préféré. Le doublage d'ailleurs, faut en parler en français, exceptionnel. C'est un personnage que j'ai toujours apprécié parce que il dit franco les choses et il a cet humour noir qui me fait beaucoup rire, notamment avec Arturo, souvenez-vous dans la saison 1, tic-tac, 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 et Arturo qui est là, qui a les gouttes, qui a des bombes accrochées autour de son torse, qui est prêt à exploser, ça me fait trop rire, voilà, et c'est cet humour qui est présent, ce personnage unique, donc c'est un plaisir de continuer à le voir, c'est l'un des meilleurs personnages de la série, mais c'était pas simplement ça. On a aussi son passé, donc on comprend pourquoi il est le personnage de la saison 1, c'est-à-dire cet homme un petit peu moins joyeux, aigri, qui n'a pas une bonne expérience avec les femmes. Souvenez-vous, il parlait de ses ex-femmes, ben voilà, on le voit avec la fameuse rousse qui n'est pas d'ailleurs Sierra, pour ceux qui le croyaient, qui le trahit pour son fils. Alors ça c'est l'aspect, le moment dégueu de cette saison, de cette partie finale. Alors ils sont tous outranciers les personnages de la Casa des Papel, mais là voilà, c'est le must, bravo, on donne le gros lot à notre personnage à lunettes, là j'ai oublié comment il s'appelle d'ailleurs, le fiston, mais il allait prendre la femme de son père, quoi. C'est incroyable. C'est du jamais vu, bien dégueulasse, mais en tout cas, le Berlin, on comprend comment il devient ce qu'il est, mais ce n'est pas tout. Et là, j'ai aimé ce jeu d'écriture, au-delà de ce choix douteux au niveau des personnages. Par contre, ce jeu d'écriture, lié le passé et le présent, je trouve que c'est ça la cerise sur le gâteau qu'on attendait, c'est-à-dire à quoi servent ces flashbacks. Ben ça sert à ça, c'est-à-dire que en fait l'ex-femme et le fils, ben, c'est eux qui trahissent la bande à la toute fin de cette partie finale. Donc on se disait, c'est pas possible que la femme soldat qui se balade dans les conduits va être le seul élément d'intrigue qui va mettre le feu aux poudres, alors qu'ils sont en train de sortir l'or par les conduits. À l'épisode 3, on se dit que forcément, il va y avoir quelque chose qui va tout faire accélérer. Au-delà de ce soldat, ben voilà, c'est ça, il perd de l'or. Donc l'enjeu est de retrouver l'or, et comme c'est énoncé depuis le début de cette saison 2, c'est essentiel au plan. Et on a enfin la réponse, à quoi ça sert justement l'or pour sortir de la banque, ben, c'est de négocier. Alors, on en arrive à la conclusion déjà de cette saison finale, et on va prendre un petit peu de temps pour en parler. J'ai trouvé ça grotesque. Ça caractérise bien la Casa des Papel, c'est souvent grotesque, exagéré. C'était plutôt exagéré par le passé, là ça devient grotesque et parfois même pitoyable. C'est-à-dire que il y a des moments que je trouve pas du tout crédibles, surtout à la toute fin, lorsqu'il s'agit de négocier avec le gouvernement, qui accepte. C'est eux qui sont pris, c'est le gouvernement, c'est la police qui est pris à la gorge par les braqueurs, et qui leur disent, ben voilà, vous allez être obligés d'accepter, sinon on va parler, et l'économie va s'effondrer. Bon, très douteux, je pense que il y avait d'autres solutions. Le gouvernement pouvait négocier leur liberté contre l'or, au moins de récupérer l'or. Non, non, ils leur laissent l'or, gardez les lingots, allez-y, nous on va garder le toc, et ça passe très bien. Voilà. Moi, je n'y crois pas du tout, c'est tellement arraché par les cheveux, et c'est ça le problème. Ils vont tellement loin, c'est toujours borderline, c'est-à-dire on se rapproche de la limite, ils vont être arrêtés, ils vont mourir, on est tellement proche de la limite. Et
pour revenir de cette limite-là en arrière, c'est très dur de le justifier. Ah, je sais pas, je parle façon Jean-Claude Van Damme ou pas là? Pour revenir d'un plan, d'une séquence scénaristique qui semble impossible, c'est compliqué après à justifier. Là, voilà, ils sont arrêtés, il faut qu'ils regagnent la liberté. Comment on peut justifier ça? Eh ben, ils négocient avec la police et ils y arrivent, soi-disant. Et c'est même pas en leur disant on signe un accord d'immunité, on vous laisse l'or et vous nous laissez en liberté. Non, on garde l'or et on se tait. Mais attendez, vous avez vu le nombre de personnes qui participent à ce braquage? Il n'y en a pas une qui va ouvrir sa gueule? Surtout qu'il y en a qui se sont greffés en cours de route, hein, le binoclard et euh, l'ex-femme de Berlin. Bon, je trouve pas ça crédible. D'ailleurs, ils simulent la mort des braqueurs et ils sont ultra populaires, hein, tout le monde l'a vu, les télés du monde entier en parlent, donc il n'y a personne qui va les reconnaître. C'est un petit peu Mesrine à une époque, voilà, Pablo Escobar avec la drogue, voilà. Vous voyez un petit peu des malfaiteurs ultra connus qu'on reconnaîtrait dans la rue. Et bien là, ça aussi ça passe, hein, on leur donne de nouvelles identités, programme de protection des témoins, et c'est bon. Ok, voilà, pour moi, cette conclusion, elle est tirée par les cheveux, ça symbolise un petit peu cette série. Comme le fils de Berlin d'ailleurs qui accepte de de rejoindre son oncle en fait avec ce petit mot. Qu'est-ce qu'il y avait écrit d'ailleurs dedans? C'est quoi, un secret de famille? J'ai l'impression que c'est plutôt voilà, c'est une idéologie familiale du braquage. Voilà, c'est assez douteux comme message, mais c'est ça. C'est-à-dire que voilà, on a ça dans le sang et voilà, il faut qu'on fasse ça ensemble. Bon. Difficile, encore une fois, à justifier, mais écoutez, c'est ce que je retiens à la fin. Malgré tout, j'ai trouvé ça étrange que ça se termine avec de beaux sourires. Voilà, ça reste des voleurs. Ils ont failli créer la faillite d'un pays. Pourtant, voilà, ils s'en sortent bien. Ils ont le sourire, pas d'état d'âme. Les Espagnols, je sais pas ce qu'ils en pensent, mais bon, ils supportaient les braqueurs, etc. Mais vraiment, je trouve pas ça crédible. Encore une fois, je vais répéter beaucoup ce mot, mais ça caractérise l'ensemble. Donc, malgré cela, j'ai passé un bon moment avec ces quelques épisodes, comme toutes les parties. J'ai passé de bons moments, même si certaines parties étaient tirées par les cheveux. Les Akimbo façon Call of Duty, rappelez-vous, lorsque ça se gunfightait avec Gandia dans les couloirs de la banque, ça c'était n'importe quoi. Tokyo qui jette la grenade, qui la rejette par le trou de la porte de la cuisine, ça aussi c'était Bollywood. Voilà. Je fais un petit peu un bilan de la série hein, maintenant. J'ai apprécié cette partie finale, comme d'habitude, mais c'est pas le truc qui m'a fait décrocher la mâchoire et de me dire waouh, ça se conclut comme ça, la Casa des Papel, ils sont tous morts? Non, on n'a pas eu de surprise, ils nous ont pas surpris, ils ont pas eu le courage d'aller dans cette direction et de raconter, voilà, que le braquage, bah, ils peuvent mourir. C'est pas un truc tout beau, tout rose, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Non, voilà, on raconte des personnages qui s'en sortent avec le sourire, qui volent un état et tout se passe bien. Voilà, c'est très douteux comme morale, comme message pour une série si populaire. Je dis pas qu'il fallait forcément qu'il meure, mais je trouve que en tout cas, ça décroche pas la mâchoire. Voilà, j'ai pas été surpris et on pouvait même deviner cette partie finale, se dire voilà, ça va se terminer comme ça. Voilà. Écoutez, maintenant au niveau du bilan de cette série, je vais faire assez vite. Le lieu, c'est ce qui définit la Casa des Papel comme Prison Break à une époque, c'est-à-dire la série est définie par un lieu précis où l'action va se dérouler. Donc c'est très bien, c'est passionnant, ils sont enfermés dans un lieu, j'ai l'impression que ça accentue tout, toutes les émotions, comme ils disent, pour nous, spectateurs aussi. Euh, Ça fonctionnait bien dans la saison 1 qu'on ait une série américaine, alors que dans le fond c'est européen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben, en fait, tout fait penser à une série américaine. Les bandes son, la réalisation, la photo, euh, même les dialogues. Vraiment, dans la production, tout fait penser à une série américaine et du coup, ça fonctionne très bien, beaucoup d'action, ça nous donne l'impression de voir une grosse production. Et au final, c'est devenu une grosse production après la participation de Netflix. Mais
à partir de la saison 2, c'est plus Hollywood, c'est Bollywood. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, Tokyo qui rejette la grenade, etc. C'est trop. C'est exagéré pour continuer à raconter cette histoire. Faut toujours exagérer pour continuer à maintenir le spectateur présent. Parce que sinon ça devient répétitif et les gens se lassent. Et c'est ça le piège. La saison 1 était tellement prenante, tellement spectaculaire que pour proposer un autre braquage, il fallait encore hausser le niveau et à tous les niveaux. Oui, je me répète, à tous les degrés, voilà, un autre synonyme. On le voit par exemple dans la vulgarité. Un autre excès de la série, c'est-à-dire qu'il faut choquer à tout moment, il faut surprendre. Et ça se passe aussi par les répliques. Je pense notamment au colonel Tomayo, ou je sais plus quoi là, qui dirige la police. Le mec, toujours outrancier dans ses paroles, toujours dans les jeux de mots, dans les petites blagues un petit peu salaces, un petit peu malvenues. Voilà. Chez plein de personnages, ça se passe comme ça pour continuer encore une fois à aller au-delà des limites. Et je trouve qu'à un moment, on va tellement au-delà des limites qu'on n'est plus surpris et ça devient banal justement. Vous savez, en tant que scénariste, il y a une règle, c'est un jeu de rythme. On ne peut pas rester tout le temps en haut. À certains moments, il faut redescendre dans l'intrigue, dans les dialogues, dans un petit peu tout. On ne peut pas rester toujours au sommet et continuer comme ça jusqu'au bout, sinon le spectateur, le lecteur ou ce que vous voulez, il se lasse. Et bien c'est ce qui s'est passé avec la Casa de Papel. Beaucoup de gens ont arrêté à la saison 1, ont regardé la fin, beaucoup apprécié la saison 1 et n'ont pas regardé la deuxième. Surtout lorsqu'ils ont vu que c'était Bollywood. Ils se sont dit c'est plus la Casa de Papel, c'est une suite pour faire une suite. Que vous dire d'autre ? Eh ben ça voilà, je voulais vous en parler. Et c'est vrai qu'on peut se mettre à la place des producteurs parce que la première saison, ils l'ont faite pour la télé espagnole, Netflix intervient, ils veulent une suite, donc ils étaient obligés de proposer une suite et ils pouvaient pas faire autrement. C'est ça le défaut des séries qui se déroulent dans un lieu donné. Lorsque tu sors de ce lieu, qu'il faut y retourner dans une nouvelle banque, entre autres, ici dans la Casa de Papel, c'est compliqué à justifier. Donc là, il faut sauver Rio. Ok. Au final, c'est pour l'ego du professeur, on le comprend. Heureusement qu'il y a cette explication, hein, ça dévalorise le professeur, mais ça rajoute un petit peu de réalisme dans le tout. Mais ça reste très compliqué, au final, on peut se poser cette question, est-ce que ça valait le coup de faire une suite ? Maintenant, on l'a voulu cette suite, mais maintenant on peut s'interroger là-dessus. Les meilleurs moments, je vous l'ai dit, ça reste pour moi ceux avec le professeur, lorsqu'il est dans la nature. Il y a eu plein de moments intéressants, mais moi je retiens surtout ceux-là. Il faut le dire, hein, on peut critiquer beaucoup cette série. Elle n'est pas crédible, mais elle est bien écrite au niveau du suspense. Voilà, ça on ne peut pas leur enlever. Certes, c'est un rythme toujours très haut, mais c'est bien écrit et je me suis rarement ennuyé. En fait, on dévore ces épisodes-là, on s'ennuie pas. Les issues scénaristiques qu'on avait déjà vues en partie 1. D'ailleurs, la série se répète. Souvenez-vous, dans la partie 1, Raquel rejoint le camp des braqueurs. Ben là, Sierra fait de même. D'ailleurs, Raquel rejoint la banque dans la saison 2 en hélicoptère. Dans la saison 1, Tokyo fait de même avec la moto. Donc on a des séquences qui se répètent et c'était vraiment le moment de mettre un terme à cette série. Je pense que les scénaristes étaient à bout de souffle. Et bravo quand même, parce que c'est pas évident de faire ça. Justifier les braquages. Ah, je vais conclure là-dessus. Pour moi, c'est un petit peu le point qui fâche, la morale de la série, parce que au début de cette saison 2, ils racontent les Anonymous du braquage, c'est-à-dire avec leurs masques, voilà, des justiciers qui sont là pour la classe moyenne, ils jettent des billets avec un dirigeable. Ok, mais au final, ça a été abandonné, j'ai l'impression, cette volonté-là. Même si on voit la foule autour de la banque, et d'ailleurs c'est douteux comment on peut soutenir des braqueurs, des gens qui vont mettre le pays en faillite, comment on peut les soutenir ? C'est complètement tiré par les cheveux, ça aussi je trouve pas ça crédible, j'ai beaucoup répété ce mot, mais ça caractérise bien la série. Et c'est cette morale en fait. Ok, ils interviennent pour Rio. Donc, dans le premier braquage,
si là, on peut justifier leurs actions pour Rio. C'est-à-dire, voilà, c'est un petit peu le gouvernement qui a dépassé les limites, il faut dénoncer leurs actions, ils ont torturé un des nôtres, donc la foule et la population les suit soudainement. Mais que dire du premier braquage où ils ont volé beaucoup d'argent et ils l'ont gardé. Donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup gaspillé en le jetant par le dirigeable, mais vous voyez, c'est étonnant d'en arriver là, et heureusement que dans cette partie finale, ils en viennent à décrire une partie moins agréable des braqueurs, un peu plus sombre avec le professeur qui avoue, voilà, après le premier braquage, je voulais déjà y retourner et je fais ça pour moi. Je fais pas ça pour Berlin, pour je ne sais quoi, je fais ça pour moi. Donc, on vient nous raconter l'histoire d'un voleur, un personnage qui semble bon, avec des valeurs, etc. Mais dans le fond, ça reste un voleur. Et le mal, et le vol, quoi qu'on en dise, il n'y a pas de bon là-dedans. Et c'est ça qui est douteux dans cette série, c'est qu'elle vient se clôturer là-dessus. Ils ont braqué l'Espagne, tout simplement. Ils n'ont pas braqué une banque, ils ont braqué l'Espagne. Ils partent le sourire aux lèvres, et c'est un happy ending, tout se passe bien. Et ça, vraiment, pour une série si populaire, je trouve ça très douteux comme conclusion. Certes, on n'a plus cette image du Robin des Bois, ce masque, il tombe, mais au final, si on se met à la place du professeur, on se dit, ok, t'as fait ton deuxième braquage, mais qu'est-ce que t'as gagné au final? Certes, t'es plus riche, mais tu as perdu 2 membres pour sauver Rio. Est-ce que ça valait le coup de faire tout ça? Voilà, c'est là où aussi en tant que spectateur, peut s'interroger, est-ce que cette deuxième saison valait le coup en parallèle, un petit peu pour casser le quatrième mur. Donc voilà, vous voyez cette notion de morale, moi c'est celle-là que je retiens. Il faut un message quand même. Et il est où ce message autour de la foule, la population, les gens qui imitaient les braqueurs, etc. Pour imiter justement ce qui se passait dans la vraie vie, hein, le phénomène Casa de Papel. Mais il est où ce message dans la série? Ben, il disparaît, c'est un soufflet qui s'évapore d'un coup. Et c'est très douteux, la conclusion, elle est très douteuse. Et voilà, on vient de nous dire, ben, ils ont volé, ils partent heureux, et voilà. Et le gouvernement l'accepte, et tout se termine bien. Voilà, c'est étrange. Moi, c'est pas une histoire dans ce genre-là que j'écrirais, mais bon, soit. En tout cas, ils ont fait ça et ils n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout et de dire, ben voilà, ils meurent en faisant ce qu'ils commettent. Ça se termine mal, ça se termine d'une façon dramatique pour ceux qui font le mal. Souvent, ça se passe comme ça dans les séries dramatiques. Ben là, ça n'a pas été le cas. C'est une fin à l'eau de rose. Enfin bref. Écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire sur la Casa des Papel pour faire une vingtaine de minutes, pas trop long. Merci de m'avoir suivi. Je remercie aussi les membres soutien. Si vous entendez cette nouvelle OST aujourd'hui, c'est avec votre participation. Sachez qu'il n'y a pas de monétisation sur la chaîne, donc votre apport est très important, n'hésitez pas, ces quelques euros par-ci par-là peuvent aider la chaîne à se développer et produire de nouvelles choses, et vous avez plein d'avantages. Écoutez, on va se quitter là-dessus, n'hésitez pas à me partager vos impressions sur la série, vos remarques, vos likes aussi, ça aide beaucoup, et à très vite pour d'autres contenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.